BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Allez, deuxième partie de ce De quoi je me mêle et on accueille à mes côtés l'ami Lionel Costa. Salut Lionel. Salut Anthony. Responsable du développement et de la communication du Labo Fnac. Maintenant, je suis responsable du Labo Fnac tout court. Ah, du Labo Fnac tout court. Promotion. T'es monté en galon en plus. J'avais raté cette étape. Félicitations. Merci. Et alors, c'est une question qui revient souvent. Bon, comment je choisis mon smartphone ? C'est toujours très compliqué de répondre. Et à chaque fois qu'on y répond, d'ailleurs, on se fait enguirlander parce qu'on dit « Ah mais non, mais celui-là, il est beaucoup mieux ». Et puis, il y a les pro Samsung, il y a les pro Apple. Enfin, c'est très, très compliqué. Là, on va se pencher sur des critères objectifs, j'allais dire. Alors, on parle souvent de l'appareil photo. On a beaucoup fait les photophones. Donc, on ne va pas partir là-dessus. On va partir sur des critères qui sont peut-être un petit peu moins souvent regardés, mais qui ont aussi de l'importance. On va parler de la 5G, on va parler des fonctionnalités IA, est-ce que c'est du gadget, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas. Bon, bref, on va regarder tout ça. Peut-être d'abord en un mot, pour recontextualiser un petit peu, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment fonctionne le Labo Fnac et comment vous faites vos tests? Parce que c'est des méthodes scientifiques pour lui. C'est ça, exactement. Donc depuis 1972, 53 ans, donc c'est à l'initiative des fondateurs de la Fnac, ils ont créé une entité, donc le Labo Fnac, qui avait comme mission d'informer les clients sur la performance réelle des produits. 1972, on avait beaucoup d'informations, ne serait-ce que dans la hi-fi, qui était un petit peu très marketing d'ailleurs. Donc c'est pour ça que les fondateurs ont tout de suite pensé à faire des mesures objectives, scientifiques, sur la base des critères les plus importants. Et pour compléter ce que tu disais, effectivement, un smartphone, comment est-ce qu'on le teste? Il y a plein de critères. Il y a la partie photo, évidemment, la partie qualité d'écran, il y a l'autonomie, il y a la partie communication. Donc là, on a une cage de Faraday, on est les seuls au monde, j'assume pleinement que j'en fais des caisses là, mais on est les seuls au monde à donner gratuitement cette information aux clients de la capacité d'un smartphone à émettre ou à recevoir du signal réseau. Ah bah alors justement, on va parler de ça, parce qu'on parle beaucoup de 5G évidemment, mais maintenant il y a la 5G+, tu as la 5G SA, donc pour standalone. C'est un critère. Est-ce que c'est un critère pertinent aujourd'hui pour acheter un smartphone? Alors c'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt. En fait, on sait déjà que la 5G actuelle, qu'on sait ne pas être de la vraie 5G, c'est de la 4G améliorée. Déjà, la 5G n'est pas déployée du tout sur tout le territoire. On est d'abord sur des endroits hyper denses en termes d'habitants. Mais je ne vais pas te mentir, déjà sur la 5G classique, ici à Paris, on est la plupart du temps en 5G. Oui. Moi, ça ne m'a pas changé la vie. Je ne vois même pas la différence quand je suis en 4G ou quand je suis en 5G. Mais tu as raison, parce qu'en fait, quand tu es connecté, quand tu as du réseau, en fait, le sujet de manque de connexion, tu le vois très peu, parce que quand tu regardes des films, des séries sur ton téléphone, souvent tu streams, donc tu récupères de la data, et après c'est plus rapide à télécharger que de lire la vidéo, par exemple, ou de lire le son. Donc il y a plein d'éléments où, en fait, l'augmentation de la bande passante, c'est pas là où tu vas vraiment voir les différences. Là où la 5G et la 5G+, maintenant standalone, la vraie 5G qui est de l'infrastructure pure dédiée à la 5G, va changer la donne, c'est sur les coupures réseau et sur l'encombrement du réseau. Dans des fêtes de la musique d'ailleurs qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens se sont plaints de ne plus avoir de réseau, parce que la 5G n'était pas efficiente à cet endroit-là. Si tu as 5000 abonnés sur 100 mètres carrés qui essaient de se connecter, l'opérateur il sature et donc il est obligé de faire un arbitrage. Donc soit les gens ont des débits très faibles, soit ils sont juste pas connectés au réseau. Ok, donc ça peut être un critère. C'est pas un critère prioritaire, on est d'accord, quand on achète un téléphone. C'est assez tôt. Enfin, si on considère qu'on va garder son téléphone peut-être 10-15 ans, ça peut être un critère pour être... voilà. 10-15 ans. Je suis optimiste et je suis pour la consommation durable, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, faut que l'indice de réparabilité soit très très bon là, et qu'ils évoluent pas trop sur la qualité, sur la puissance des processeurs et sur les OS. Ok, très bien. Donc sur la 5G, on voit que c'est un critère qui peut avoir son importance, mais qui aura son importance probablement beaucoup plus dans les années qui viennent. C'est ça. Alors il y a l'IA, on en parle beaucoup dans De quoi je me mêle. C'est intéressant, mais est-ce que c'est si intéressant que ça du point de vue du consommateur? Moi, c'est la question que je me pose tout le temps, parce qu'on en parle, on en fait un peu des caisses. Nous, ça nous excite, ça nous enthousiasme, parce qu'on est tous des technophiles et qu'on adore tester des nouveaux trucs. Mais du point de vue de monsieur et madame tout le monde, est-ce que ça a du sens d'acheter un smartphone parce qu'il y a des fonctionnalités IA? Écoute, d'un point de vue purement technique et pragmatique sur les tests et ce que l'on réalise, comme on déteste au labo tout ce qui est IA washing, greenwashing, etc., on se rend compte que l'implémentation IA sur les smartphones, ça arrive petit à petit, mais en termes d'usage, on est vraiment dans le gadget, vraiment. Mais
contrairement à ce que j'aurais pu penser, où en fait le client, le consommateur allait être un peu réticent, un peu sur la réserve de ça, bah en fait en magasin ils demandent vachement. Ah ouais? Les gens demandent de plus en plus, est-ce qu'il y a bien de l'IA dedans? Ok. En oubliant comment fonctionne l'IA. Donc nous, on essaie de faire un peu d'acculturation pour expliquer que si jamais les gens veulent se connecter sur Gemini, sur Copilot, sur ChatGPT par exemple, le hardware d'un smartphone importe peu Ça parce change que rien. tout est déporté sur des serveurs distants. Là où il y a peut-être certains intérêts sur certaines fonctionnalités spécifiques et dédiées à des marques, on a le Galaxy AI pour Samsung et on a le Apple Intelligence. Apple Intelligence qui se différencie un peu des autres marques, encore une fois, Apple, c'est que dans leur Apple Silicon, ils implémentent un équivalent NPU, donc le Neural Processor Unit, qui donc permet d'utiliser les ressources de ce mini-processeur exclusivement pour la partie IA. Donc, Enfin, c'est pas, franchement, pour l'instant, hyper performant. Enfin, on en a souvent parlé ici, hein, mais l'IA d'Apple, là, ils ont pris quand même un sacré coup de retard. ouais, non, mais ils sont. Et en plus, ils ont un truc hybride entre de l'IA locale et ils utilisent aussi OpenAI de l'autre côté. Mais ils ont peut-être, dans la stratégie, ils ont peut-être quelque chose que les autres n'ont pas, c'est qu'ils veulent implémenter des ressources en local. Quand tu vas installer Apple Intelligence, par exemple, c'est au minimum 7 gigas qu'il faut que tu installes sur ton smartphone parce qu'il y a quand même des mini LLM, des mini moteurs en fait, d'indexation qui sont intégrés dans le téléphone, ce qui garantit que si tu n'es pas connecté, tu n'as pas besoin de connexion pour utiliser ça. Contrairement aux autres où il faut forcément une connexion. Donc les gens te posent la question comme ça, c'est intéressant, tu vois. Moi je pensais que vraiment chez la grande majorité de la population, c'était pas du tout un critère d'achat, mais en fait c'est quelque chose qu'ils demandent. Ça commence vraiment de plus en plus. Intéressant ça, absolument. Et alors il y a un autre critère, alors c'est smartphone pliant ou pas pliant. C'est vrai que alors il y a un début de démocratisation, on peut dire ça. Il y a des modèles qui commencent à être, j'allais dire, abordable, je mets des gros guillemets à abordable, mais en tout cas, par rapport aux premiers modèles qui sont sortis, qui étaient hors de prix, là, on revient vers, c'est du smartphone haut de gamme, évidemment, mais qui peut être acheté. Là aussi, il y a des critères à regarder. C'est plus au point que ça ne l'était il y a encore 6 mois, 1 an, 2 ans? Je ne vais pas parler en termes de robustesse ou de durabilité. Franchement, je n'ai pas les datas là-dessus. Et nous, au Labofnac, on ne teste pas du tout la robustesse des produits. Ce qu'on sait, c'est que au départ, c'était un prototype, c'était des produits pliants pour s'amuser à voir qu'est-ce que l'on pouvait faire avec un écran OLED. Finalement, en usage, on voit de plus en plus des gens acheter ça. Les marques, d'ailleurs, s'empruntent de ça parce qu'on a vraiment plein de marques qui, maintenant, utilisent du pliant. Donc là où on aurait pu imaginer peut-être un effet mode, un effet un petit peu prototype pour les salons, non, il y a vraiment de plus en plus de gens qui achètent du pliant et de différents formats. On a le Fold qui fait vraiment de tablette, il y a le Flip qui est vraiment en mode compact, et les premiers modèles étaient quand même des briques, voilà, c'est vrai, et là ça commence vraiment à se réduire en espace. Donc ça a un vrai intérêt. C'est les Honor qui sont incroyables, là, qui sont d'une finesse complètement dingue. Et si Honor le fait, d'autres vont s'amuser à le faire aussi, et il y a vraiment, c'est un vrai usage différent de celui de se dire on a un 6,5 pouces, une brique, on le met dans la poche. Non, c'est vraiment un usage différent, sachant qu'en plus un pliant a souvent 3 écrans. Il a soit un écran, soit un écran global assez grand et un petit écran derrière. Donc on a plusieurs écrans, donc plus de consommation, mais évidemment c'est toujours plus fragile normalement d'avoir tous ces éléments-là. Bon, on arrive au moment fatidique, le classement. C'est là où on va se faire enguirlander, parce que personne n'est jamais d'accord sur les classements. Quand on dit voilà, c'est les meilleurs smartphones du moment. Bon, c'est un classement, c'est forcément partial et partiel. Ça part de critères, mais on n'est jamais à 100% objectif et c'est impossible de toute façon de faire un vrai classement des meilleurs smartphones. Dis-nous un peu les critères que tu as retenus pour formuler ces 2 classements que tu vas nous proposer. Alors, effectivement, je complète très rapidement. Nos tests sont basés sur des mesures objectives physiques. On est totalement impartial sur la partie mesure. Après, effectivement, les arbitrages des critères, qu'est-ce qui est important, etc., on se base sur les études clients, les expériences clients et notre expérience personnelle. Les critères retenus sont la communication donc radiocellulaire, la qualité d'écran, l'autonomie, la qualité photo évidemment, et on a la performance aussi, la vitesse de calcul qui soit plus ou moins optimisée, peu importe, mais en tout cas, vraiment on les teste exactement comme si c'était des ordinateurs, lesquels sont les plus rapides. Voilà, sur l'ensemble de ces critères-là, on établit un classement basé uniquement sur la mesure. Alors, roulement de tambour, voilà. Le numéro 3, on va commencer par le 3. Ok, très bien. Le top 3, un Xiaomi. Le Xiaomi 15 Ultra. Qui est un 5 étoiles à 1 499 €. Voilà, on est sur du très haut de gamme, là, pour le coup. Haut de gamme. Et celui-là,
l'avantage d'avoir vraiment axé toute sa communication et toute son énergie sur le module photo, puisqu'ils ont fait un partenariat avec Leica. Ok. Sur la partie optique, donc ça leur garantit d'avoir une qualité quand même assez bonne. Voilà. Pas mal, pas mal. Alors oui, je précise que ce premier classement, c'est vraiment les meilleurs téléphones. Donc ça va être des téléphones chers en moyenne, mais on aura un classement, un deuxième classement avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc attendez-le si vous avez un budget un petit peu plus restreint. Donc numéro 2 de ce classement des meilleurs smartphones, c'est lequel? La marque à la pomme. Allez. Apple iPhone 15 Pro Max. Alors attends. Là, on est en 2024 là. Qu'est-ce qui se passe? On est remonté dans le temps. Ouais, c'est bien. En fait, objectivement, et sachant qu'il est encore en vente évidemment, c'est le 15 Pro Max qui est devant le 16 Pro Max. Quoi? De pas beaucoup. C'est-à-dire que le 16 Pro Max, sur notre classement ever de tous les produits que nous avons, il est top 4. Ah bon? Le 15 Pro Max, il est top 2. Mais attends, sur quels critères le 15 serait meilleur que le 16? L'autonomie. Ah, sur l'autonomie. L'autonomie, on gagne un petit peu. L'autonomie sur le 15 Pro Max, on est à 13h14, alors que sur nos protocoles de test, qui est un protocole en mode avion avec l'écran calibré pour tout le monde de la même manière, à 200 candela. Et le 16 Pro Max, il est à 12h06. Donc il perd 1 heure sur notre test qui est en plus franchement hyper hard. C'est-à-dire que si nous on a mesuré à 13h, normalement en usage commun, on va être plus autour des 18, 19, 20 heures. Quoi. Ok, bon, donc numéro 2, l'iPhone 15 Pro Max, vous l'aurez noté. Et donc le numéro 1 du classement? Le Samsung S25 Ultra. Ok. Voilà. Qui est donc 1372 €, qui est un 6,9 pouces, qui est vraiment le fer de lance de chez Samsung aujourd'hui, qui est un excellent produit, c'est le haut de gamme de chez Samsung, de toute façon. Donc c'est que des flagships, de toute façon, et que des téléphones très haut de gamme. Donc en 1, Samsung S25 Ultra, en 2, iPhone 15 Pro Max, en 3, Xiaomi 15 Ultra. Dites-nous ce que vous pensez de ce classement dans les commentaires, sans nous insulter. Vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a aucun souci, mais voilà, soyez sympa et courtois. J'assume pleinement. Voilà, Lionel assume. On va vous donner son numéro de téléphone si vous voulez à la fin de l'émission, il n'y a pas de problème. Le deuxième classement, c'est celui du rapport qualité-prix, hyper important parce que pour le coup, le prix, c'est souvent le critère numéro 1 quand on va acheter un téléphone. Ouais, exactement. Et là, on est autour des 500 €. Okay. On est à 502 €. Donc autant dire à 500 €. C'est le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Ok. Un autre Xiaomi encore. Il se trouve que vraiment, c'est des produits où, ce produit-là, typiquement, c'est un grand produit, donc c'est un 6,7 pouces, c'est un 5 étoiles également. Donc, au niveau des critères objectifs, on est peut-être dans, entre guillemets, le bas des 5 étoiles, mais il atteint quand même les 5 étoiles pour un produit qui fait un tiers du prix de certains 5 étoiles. Ça, c'est le numéro 1, c'est le top du top? En rapport qualité-prix. En rapport qualité-prix, c'est le numéro 1. Ok, donc c'est le prix spécial du jury, si on peut dire, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Niveau marketing, par contre, franchement, les noms là, faut qu'ils simplifient un peu là, Xiaomi. J'aimerais bien moi aussi. Ouais, parce que franchement, ça devient un peu compliqué. Ok, très très bien. Et un petit dernier sur les pliants, c'est ça? Oui, sur les pliants, en fait, maintenant. Il nous reste 30 secondes. Ouais, maintenant que ça gagne un petit peu en volume, en fait, le Honor Magic V3, celui qui est donc aux alentours des 1400 €, c'est vraiment notre top produit sur toute la catégorie pliant, avec un écran qui passe de 6,5 pouces à 8 pouces. Ouais. Voilà, carrément une tablette. Et puis il est d'une finesse assez dingue. Ouais. Celui-là, on l'avait testé et franchement, c'est assez spectaculaire. Bon, très bien. J'espère que vous trouverez votre bonheur là-dedans, les amis. Bon, sachant que on peut peut-être aussi attendre la rentrée pour acheter parce qu'il y aura plein de nouveaux modèles qui vont sortir. Il y a les nouveaux Pixel, il y a les nouveaux iPhones. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence forcément. Mais là, vous avez un petit aperçu. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez de ce classement. On a hâte d'avoir vos avis. Merci beaucoup, Lionel, d'être mouillé avec toutes ces mesures du Labo Fnac. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve dès la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.